Merci. Je remercie juste Hélène Edzi et Nathalie Grison de Disney pour les droits du film. Thomas Leyers de la Cinémathèque Royale de Belgique qui nous a donc prêté cette copie. Et une spéciale dédicace à Marco qui a préparé tous les extraits qu'on va regarder maintenant ensemble. Donc on a du pain sur la planche. Je t'en prie, Alain. Merci. Alors, on peut peut-être maintenant partager la confidence que tu m'as faite tout à l'heure. Ce film a radicalement changé ta vie. Non, il y a plein de films qui m'ont bouleversé, mais voilà, comme on disait tout à l'heure, c'était l'occasion pour en tout cas ceux qui l'ont pas vu, de découvrir un film. Non, mais je trouve que les réactions, les personnages sont bien construits. Je trouve qu'il y a des réactions assez surprenantes. Je trouve que ils font pas de cadeaux aux personnages. Ils essayent pas de les rendre. Je les trouve extrêmement sympathiques et extrêmement attachants, mais ils en font pas des tonnes, ni dans les larmes, ni en essayant de les racheter ou en essayant de les rendre sympathiques. Je veux dire, le personnage de Richard Dreyfuss, au début, tu te dis quand même, le mec, c'est quand même c'est une sacrée ordure, quoi. Enfin, il fait un truc vraiment dégueulasse, quoi. C'est difficile de racheter ce personnage avec ce qu'il a fait à cette femme et tout. Et je trouve qu'ils arrivent quand même enfin, moi, en tout cas, à repartir dans cette histoire, et tu continues à aimer ces trois personnages. Donc, je trouve qu'il est très beau à regarder. C'est pas une avalanche de rire. Il n'y a pas punchline sur punchline. Bon, voilà, c'était l'occasion aussi de découvrir un film. Mais en même temps, si ça avait été réalisé peut-être par quelqu'un d'autre, ou ça aurait pu être très vite une espèce de film social. Oui, exactement. Et donc le film l'est pas, justement, parce qu'il joue sur une dynamique qui est dynamique de la tchatch, donc comme tu dis, du jeu d'acteur. Oui. Non, et justement, et c'est effectivement dans ce que tu dis, sur le film social, je trouve que ça reste quand même ça raconte quand même une époque, ça raconte un truc social. Mais je trouve que ce qui est beau aussi avec la comédie, moi j'entends mieux les messages avec de la comédie plutôt qu'avec, perso, hein, avec un truc très sérieux qui me le met de, je sais pas quoi. J'ai l'impression que la comédie permet d'entendre parfois mieux ce qu'on a à dire quand on est énervé, quoi. Parce que en tout cas pour moi, les trucs de comédie, ça part souvent d'un agacement ou d'un énervement ou d'un truc où je me dis tel truc est injuste ou tel truc est énervant. Si je le dis normalement, je vais le dire en gueulant et en étant énervé, et c'est nul. Enfin, tu vois, j'ai l'impression de pas être entendu. J'ai l'impression qu'avec la comédie, le message peut mieux passer. T'as l'impression de faire encore ça aujourd'hui avec tes films, par exemple, que tes idées de comédie naissent de colère comme ça ou... Oui, toujours. J'en parlais avec Ahmed Hamidi, qui est le scénariste, entre autres, de L'Amour ouf, et qui est un scénariste, un auteur historique des Guignols. On parlait de ça ensemble, et effectivement, oui, on se disait que... Et lui, c'est pareil, il partait souvent d'un énervement, d'un agacement, d'un truc... Et voilà, on se disait la même chose. On se dit, si on le fait pas à travers une comédie, on est juste deux crétins en train de gueuler de la merde, en fait. Enfin, tu vois, ça c'est pas bien, ça c'est pas juste, ça c'est chiant. Donc c'était un moyen, en tout cas pour lui et pour moi, effectivement, de raconter des trucs de façon plus audible, j'ai l'impression. Puis c'est quand même plus marrant, c'est quand même agréable de rigoler, quoi. Et dans ce film-là, donc je parlais de Tchatch, c'est vrai que il y a quand même une qualité, une finesse des dialogues absolument extraordinaire, et ça parle de tout et de rien, comme chez Tarantino. Oui, il y a de la pure scène de diner de Tarantino. Il y a des trucs de Pulp Fiction ou c'est les dialogues de Travolta et Samuel L. Jackson. Ça peut être eux qui discutent aussi de petites. C'est super, ces moments de vie quotidienne, des tout petits trucs. Ça dit beaucoup. Et puis dans le film, ils s'intéressent quand même beaucoup plus c'est des mecs qui s'intéressent beaucoup plus à leur bagnole qu'à leur femme, en l'occurrence, dans le film. J'avais retrouvé dans le dossier de presse d'époque des infos de Barry Levinson qui expliquait que il avait trouvé ces gars justement en tournant son premier film Diner,
que ces Tin Men donc existaient vraiment, c'était des arnaqueurs qui sont apparus dans les années 60, et que c'était parce que ils se retrouvaient tous les jours à la même heure dans le diner en train de raconter des conneries comme ça sur la dernière série qu'ils avaient vue, etc. Et c'est à partir vraiment de ça qu'il avait vraiment envie de faire le film. Et alors, on se parlait tout à l'heure avant d'arriver sur scène, on parlait de cette idée de musique dans la comédie, le fait que, en termes notamment au niveau des dialogues, de musique, la musique des dialogues. Voilà, musique des dialogues. En tout cas, t'en parlais comme ça parce que tu me disais que c'est quoi le secret de la comédie ? Merde. Ah non, il faut que ça par exemple, tu vois. Voilà. Il faut que tu me demandes quel est le secret de la comédie. On va la refaire. Quel est le secret de la timing comédie ? Voilà. Et donc c'était presque ça. Et donc voilà. Ce film illustre le fait que la comédie est aussi une question de musicalité, de rythme. Comment toi tu travailles au niveau des dialogues, sur cette musicalité, au niveau de l'écriture ? Est-ce que tu répètes toi-même tes dialogues ? Est-ce que tu le fais de manière collective ? Comment tu trouves cette... Ça dépend si j'écris tout seul ou à plusieurs. Quand j'écrivais tout seul, Didier, j'entendais Jean-Pierre dans ma tête, Bacri, évidemment. Donc j'essayais de me mettre dans, je dis pas dans sa tête, mais en tout cas j'avais sa voix tout le temps. Je savais pas s'il allait accepter le film ou pas. Donc s'il avait dit non, ça aurait été un autre film avec quelqu'un d'autre, c'est sûr. Mais enfin j'avais vraiment écrit en pensant à sa musicalité, à sa voix, à son timbre. Et quand on écrit à plusieurs, l'idée c'est quand même de faire marrer l'autre ou les autres. Donc l'idée c'est quand même d'être avec des gens marrants au départ, c'est quand même mieux. Et après, on essaye de se faire marrer les uns les autres. Et quand il y a un truc, une réplique ou quelque chose qui sonne, qui fait marrer l'autre ou les autres, après, c'est juste de se dire, merde, c'était quoi exactement, au mot près, à la virgule près, ce que tu as dit, qui nous a fait vraiment marrer. Il faut vraiment essayer de... Enfin, nous, en tout cas, à chaque fois, ou moi, en tout cas, à chaque fois, on se dit, c'est ça qui était hyper drôle dans tel contexte. Et donc, après, de garder exactement ce petit joyau-là, et de lui faire confiance tout le long du process de fabrication d'un film qui dure parfois 6 mois, 1 an et demi, 2 ans. C'est comme il y a des blagues dans des films qui sont écrites 2 ans avant que le film sorte. Donc il y a un moment, il faut faire confiance aussi à cette réplique, quoi qu'il arrive, quoi. Mais tu me disais aussi que... Je disais beaucoup de conneries aussi. Donc. Beaucoup de conneries. Au moment où toi-même tu trouvais la blague ou le bon dialogue, une fois sur le plateau, en revanche, si généralement quand l'acteur le refait exactement comme toi, c'est pas exactement encore la bonne musique. C'est vrai que je suis toujours plus content quand les comédiens ou les comédiennes trouvent une autre musique que celle que j'ai dans la tête et que je trouve mieux. Oui. Je me dis quand il a fait exactement comme je l'imaginais ou quand elle a fait exactement comme j'imaginais, je trouve ça bien. Mais je trouve ça toujours mieux quand Et les acteurs et les actrices, ils ont toujours des très bonnes lectures de scénario. Les bons acteurs et les bonnes actrices, en tout cas. Ils savent très bien lire un scénar et forcément, c'est leur métier de trouver l'intention encore meilleure que celle que tu as imaginée, évidemment. Sauf parfois quand je suis vraiment neurotique et je veux absolument que telle phrase soit dite exactement avec cette musique, mais j'ai peut-être comme ça 4 répliques dans le film, pas plus. Où je suis cinglé, je veux absolument que ce soit dit comme ça. Le reste, c'est assez libre. Donc ça veut dire que ça peut être improvisé ou c'est simplement au niveau du... Non, j'aime bien quand c'est vraiment l'intention, le ton. Oui. Mais sinon, non, en général, on fait le texte. Sur un film de Quentin Dupieux, les films de Quentin Dupieux, par exemple, ils sont ultra écrits. Et, personne ne change. Moi, je ne change pas une virgule. C'est extrêmement bien écrit et je trouve ça très drôle, comme c'est écrit. Alors, Tin Men est un exemple de comédie qui, comme beaucoup de comédies qui partent du quotidien, famille, le couple, le travail, etc. J'ai l'impression que, je me trompe peut-être, toi, c'est pas forcément le ressort duquel tu pars pour faire tes propres comédies, si ? Parce que j'ai toujours... Non, c'est vrai, parce que j'ai toujours Je sais pas pourquoi Bon, déjà, je commence à écrire quelque chose et très vite, à la page 2, il y a des vikings qui débarquent et des dracars et des avions qui s'écrasent et je sais pas pourquoi, j'ai toujours besoin de mettre beaucoup de bordel dans les films. Déjà parce que j'aime bien le spectacle. Après, le spectacle, il peut être
encore une fois, pour reparler de Quentin Dupieux, il fait des films qui ont des budgets très réduits, et ça reste super divertissant et spectaculaire et agréable à regarder. Moi, je sais pas faire, j'arrive pas à faire ça. Et je me dis, le prix de la place, c'est 10 euros. Non, mais tu vois, je me dis, j'en veux pour mon argent. Plus. En fait. Comment ? Plus. Oui, bah, ça dépend si tu as des cartes ou pas. Donc, je me dis toujours, j'ai envie d'en balancer pour le spectateur et qu'il y ait quand même quelque chose à voir. Donc, effectivement, dans Didier, ça pourrait s'arrêter à une relation entre ces deux personnages, mais j'ai envie de mettre un grand match de foot à la fin, qui est pas le truc dont on se rappelle le plus dans le film d'ailleurs, mais qui était pour moi un peu spectaculaire dans Astérix Mission Cléopâtre, évidemment, qu'il y en a partout parce que c'était le sujet, et puis que c'était Claude Berry qui produisait et tout ça, mais et dans Santa, j'ai envie bien sûr, j'ai envie d'aller dans le pays du Père Noël et de faire un traîneau qui vole, mais t'es avec le Père Noël, donc s'il n'y a pas de traîneau qui vole, j'ai l'impression d'être volé sur la marchandise, quoi. Donc c'est vrai que j'ai tendance à... Mais mon rêve, j'aimerais bien faire un truc très rien avec très pas cher. Mais c'est difficile de faire des trucs pas chers. Et comme ça, sur le papier, tu aurais un scénario comme celui de Tin Man. Est-ce que c'est quelque chose que tu aurais envie de réaliser ? Là, j'ai l'impression que ça correspond tellement à quelque chose qui parle au réalisateur. Il a, comme tu dis, il a vu ces gars-là et ça l'a inspiré. Il y a forcément des trucs dans lui, dans les relations de couple. Enfin, j'en sais rien, je connais pas sa vie à Barry Levinson, mais ça doit être quand même. Enfin, pour moi, en tout cas, chaque film, il est ultra perso et correspond exactement à une période de ma vie très particulière. Je sais que mes films ressemblent aux périodes de ma vie à ce moment-là, c'est sûr. Je te propose qu'on passe peut-être au premier extrait. On le dévoile après. On le dévoile après. Ça va Sauf être bizarre si on le balance comme ça direct, non ? Si ? Vas-y, alors. Juste quand même, c'est un film qui s'appelle The Groove Tube. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est un film de 1974. C'est vraiment le film où je me suis dit, mais je veux absolument faire ça. C'est un film à sketch sur la télé américaine. Donc, ce sont des sketchs qui se suivent les uns après les autres. Et voici 3 sketchs là, qui se suivent dans le film. Comme c'est assez court, on les a rassemblés, donc voilà. Vous allez voir... The Groove Tube de Ken Shapiro, 1974. Elle fonctionne toujours. Elle sortirait aujourd'hui, je trouve, cette fausse pub, elle est parfaite. Enfin, je la trouve parfaite, moi, en tout cas. Donc, il s'agit d'un film de Ken Shapiro, 1974. C'est les débuts de Chevy Chase aussi. C'est les débuts de Chevy Chase, exactement, qui fera les beaux jours de Saturday Night Live quelques années après. Et après, Ken Shapiro, je ne sais pas, il n'a plus jamais fait de film. Je crois que c'est une espèce d'objet comme ça. Donc apparemment, ils ont commencé à faire au théâtre des sketchs parodiques de télévision. Voilà. Et donc ça, effectivement, c'est son premier, et peut-être je ne sais pas si c'est son seul long métrage. Enfin voilà. Il n'y a pas d'écho. Ouais. Mais je ne sais pas où le film existe. On trouve un peu sur YouTube des copies à peu près correctes de Groove Tube, mais je vous le conseille. Et donc forcément, ça a inspiré énormément tout ce qu'on a fait avec Les Nuls après, parce que c'est clairement de la parodie télé, de la fausse pub, des news, voilà. Ça commence d'ailleurs par The Dawn of Man, une parodie de 2001, où ce sont les singes qui découvrent en fait pas un monolithe, mais une télévision. C'est ça. Et donc, il l'allume par hasard en sautant dessus. Il l'allume et le film commence. Ouais. Et ça a donné... Comment ? Non, et ça n'a pas donné... Ça n'a pas donné... Mais donc oui, donc ce film-là a été, je crois, quand même assez crucial, important pour toi. Oui, il y avait une salle à Paris qui s'appelait à l'époque le Déjazet, une salle de cinéma qui passait des films toute la nuit. On payait, je ne sais pas combien, 12 balles, et on pouvait voir 3 films ou plus. Et c'était toute la nuit le cinéma.
Et il passait des films comme Zabriskie Point, comme La course à la mort de l'an 2000, comme The Groove Tube, comme des films de Peckinpah, Les chiens de paille et des trucs comme ça. Moi, j'ai découvert plein de films parfois assez étranges, dont celui-là. Cette salle a fait une grande partie, en tout cas, de ma culture cinématographique à l'époque, oui. Et ce film m'a pété la tête. Je me suis dit, c'est exactement ça que je voudrais faire dans la vie, en fait. Alors justement, donc là, ce film-là, c'est typiquement le genre de film, c'est le film à sketch. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de linéarité narrative, voilà, ça saute d'un sketch à l'autre sans aucun raccord. Exactement, c'est comme gratos. si on zappe à la télé. Oui. Mais au final, à part effectivement quand tu fais avec les nuls peut-être, et puis je ne sais pas si ça a aussi un peu inspiré l'humour de Burger Quiz, mais t'as pas fait ça au cinéma. Non, on n'a pas fait ça au cinéma. Non, déjà parce qu'on l'avait fait à la télé dans tous les sens, avec les nuls pendant quelques années. Donc effectivement, au cinéma, on s'est dit non, si on fait un film, on va faire un vrai film entre guillemets avec un début, un milieu, une fin, un grand écran, de l'aventure, des poursuites, des trucs, mais évidemment des conneries. On avait envie que ce soit plus proche là pour le coup de films des Zucker Abraham Zucker ou de Mel Brooks ou autre. Enfin, vraiment de la pure connerie de A à Z, quoi. Ouais. Et justement, malgré tout, le côté enchaîner les sketchs comme ça, d'enchaîner les gags, toi, ça te gêne pas en tant que spectateur? Enfin, je veux dire, t'as pas besoin forcément au cinéma d'avoir une trame narrative pour... Non, je peux avoir... Moi, j'ai tous les plaisirs de spectateur. Enfin, franchement, non, mais c'est vrai. Je peux voir un film complètement con, gratos, sans aucun fond, où vraiment, clairement, ils ont fait un jeu de massacre. Ils ont clairement dit on va vous faire marrer avec rien. Enfin, rien, c'est pas rien d'ailleurs de faire marrer, mais c'est sûr que quand je sais que je vais passer 1 an, 2 ans ou 3 ans sur un film, je sais que j'ai envie de j'ai envie de raconter un truc, que ça se voit ou que ça se voit pas d'ailleurs. J'aime plutôt mieux que ça se voit pas trop. Je préfère avoir le spectacle d'abord et le message derrière, s'il y en a un. Donc, mais oui, moi j'ai besoin de parler de quelque chose. Ouais. Et je reviens sur ce que tu disais tout à l'heure, à savoir que chaque film correspond quand même à une période de ta vie, dans ce que tu as réalisé. Et donc, c'est quelque chose d'intime et de personnel qui passe dans chacun de tes projets de films. Je veux dire, j'essaie de réfléchir avant notre rencontre si il y avait un personnage ou des personnages typiques d'Alain Chabat dans tes films. Et donc, je sais pas, est-ce que... comment justement l'idée d'un film généralement démarre? Moi, je trouve ça assez mystérieux. Je trouve ça assez mystérieux, en fait. Je sais pas. Encore une fois, parfois, ça part d'un énervement ou d'un truc de colère. Et parfois, je me dis, c'est pas vrai, c'est pas moi qui ai eu cette idée. Ça m'est venu, je sais pas d'où. Je repensais, je sais pas si vous avez vu, il y a un documentaire sur Quincy Jones, sur je sais plus quelle plateforme, franchement, Apple ou autre, je sais plus. Et Quincy Jones, à un moment, dit qu'il dort, il a toujours un petit carnet à côté de lui, quoi. Parce que de temps en temps, il y a une mélodie qui lui arrive, et s'il la note pas, on va la donner à un autre compositeur. Et je trouvais ça déjà très joli et assez vrai. Enfin, il y a quelque chose qui me parle là-dedans. Je ne sais pas d'où vient l'idée de Didier, si ce n'est que j'adore les chiens et que j'ai toujours regardé les chiens. Pour ceux qui ne connaissent pas le film, Didier est un chien qui se transforme en homme, mais qui reste chien à l'intérieur. Donc, c'était une obsession canine. Mais voilà, j'ai l'impression de comprendre les chiens, mais je ne sais pas d'où vient cette idée. Je sais pas, c'est très bizarre, je trouve. Et alors, c'est pas vraiment un film à sketch, mais est-ce que j'avais lu quelque part, est-ce que c'est vrai qu'à la base, Canal, c'était à toi que Canal avait demandé de faire plus ou moins le grand détournement? Non, avant que ce soit confié à Michel. Je me souvenais plus. Je crois que c'est Michel Hazanavicius qui a raconté ça. Franchement, je m'en souvenais plus du tout. D'accord. Mais je crois qu'il me l'avait proposé effectivement à moi. Je sais plus. Enfin, Michel raconte ça en tout cas, donc ça doit être vrai. Mais c'était pour savoir si c'était justement, c'était le type de projet qu'au final tu n'avais pas fait parce que. Non, j'adore. Non, en plus j'adore ce principe qui est un truc très situationniste de détourner des choses pour en faire. Il y avait un film qui s'appelait La dialectique peut-elle casser des briques, je crois, et c'était un film de kung-fu que des situationnistes, enfin des activistes un peu politiques avaient détourné pour en faire un film un peu
un peu anarchiste, entre guillemets, qui démontait le capitalisme à partir d'images d'un film de kung-fu, et ils avaient refait tous les dialogues. Et le grand détournement, enfin la classe américaine, c'est ça, Ouais. le film de Michel Hazanavicius et Dominique Mézeret, c'était un peu sur ce principe que moi j'adore, bien sûr. Il y a Nicolas et Bruno qui faisaient sur Canal à un moment le message à caractère informatif. C'était ça aussi. Ils prenaient des films d'entreprise et ils les redoublaient en leur faisant dire de la merde. Et c'était, moi je trouvais ça hilarant. En parlant de Nicolas et Bruno, quand tu décides de faire le... Merde. La personne ou le deux clip. personnes. Ah non, le clip. Ah oui. Ouais. Le Gilles Gabriel. Ouais. Oui. C'est au départ un film qui s'appelle La personne aux deux personnes, qui est l'histoire de Daniel Auteuil qui joue Ranu, qui est un comptable, qui a un accident comme ça aussi, avec un chanteur que je joue, qui est Gilles Gabriel, et je suis dans sa tête avec cet accident. Voilà. C'est une personne qui partage, enfin, c'est deux personnes qui partagent le même corps, un comptable et un chanteur qui veut faire son comeback. Mais je me souviens plus quand tu décides du coup de faire le. Enfin, est-ce que c'est toi qui décides de faire le clip ou c'était ça faisait partie du projet de film? Non, c'était. Je crois qu'à un moment on s'est dit tiens, qu'est-ce qu'on peut faire pour vendre le film, tu vois, et on s'est dit le clip de Gilles Gabriel, ça pouvait être marrant. Et je sais plus s'il était destiné à être dans le film, je crois pas. Je suis pas sûr. J'ai pas beaucoup de mémoire à cause de la drogue. Ah. Alors on va passer au prochain extrait. Ouais. Le prochain extrait, c'est quoi? Les As. Ah oui, bah voilà, un film qu'on aurait pu voir ce soir aussi, qui s'appelle Top Secret, qui est un film de Zucker Abraham Zucker, qui est une merveille. Donc on enchaîne là aussi les deux extraits. Un chef-d'œuvre pour moi absolu, de tout, de non-sens, de dialogue, de visuel, d'amour du cinéma aussi, de slapstick, il y a un peu, je sais pas, presque toutes les couleurs de l'humour là-dedans. Je sais pas quel extrait on voit, mais bon, on va voir. Voilà. Alors les As, peut-être le lien avec GrooveTube, c'est qu'ils avaient eux aussi, ils avaient commencé par signer des films à sketch, Oui. Kentucky Fried Chicken. Movie, Ouais, etc. c'est ça, le Kentucky Fried Movie, pardon. La fin me fait dire n'importe quoi. Oui. Qui avait déjà des parodies de pubs, de télé, etc. Tout à Et fait. là, effectivement, enfin, ça cumule à pas mal de choses. Enfin, c'est surtout quand même un humour qui passe vachement par la mise en scène, c'est-à-dire. Oui, c'est pour ça qu'il y a vraiment un amour du cinéma aussi, je trouve, dans leurs films, et dans ce film en particulier. Et puis, je sais pas, je trouve ça vraiment brillant, enfin, de se dire, on va rentrer dans une librairie tenue par un Suédois, et donc, dans le cliché, le suédois, ça ressemble à une langue à l'envers, quoi. Tu dis, history, et donc, ils ont à faire un plan séquence de gens qui... En fait, je viens de me rendre compte, j'ai jamais eu la curiosité de voir ce qui se disait vraiment et de repasser cette scène à l'envers pour savoir ce qui se disent à l'endroit, quoi. Je le ferai un jour, mais en tout cas et d'en faire en plus un plan séquence, il est magnifique, le plan, quand même. Enfin, je veux dire, c'est une vraie prouesse de comédiens et de comédiennes et de caméra et de mise en scène. Donc c'est cool aussi de faire de faire des conneries très, de se fatiguer énormément pour cette connerie, quoi. Je trouve ça presque aussi marrant que la connerie, quoi. Ça me fait vraiment marrer d'imaginer les scénaristes en train de se dire, tiens, on va faire ça, ça va être marrant, et de se compliquer la tâche pour faire ça et de réussir le truc à la fin. Je trouve qu'il y a un truc très satisfaisant et jubilatoire, quoi. Et tu étais aussi très fan de Police Squad. J'étais très fan de Police Squad, qui est une série... pareil, qui doit exister sur YouTube, c'est hyper bien. C'est vraiment l'ancêtre de Y a-t-il un flic, c'est ça? Ouais. Y a-t-il un flic, les Avec Naked Leslie Gun. Nielsen. Voilà. Et c'était des épisodes d'une trentaine de minutes, d'une fausse série américaine, quoi, avec que des conneries. Et le nom du tueur était toujours dans le titre. Ouais. Il y avait effectivement, à la fin, on se rendrait compte qu'effectivement, il mentait pas dans le titre. Je crois que le premier épisode, c'est le majordome qui a fait le coup, et à la fin, on se rend compte que le coupable est effectivement
effectivement le majordome. Donc ils ont vraiment niqué le truc en se disant on s'en fout complètement de l'intrigue, on s'en fout de qui a fait quoi. L'idée c'est vraiment de pulvériser le jouet, quoi. Alors ici, là, on pourrait dire que la musique comique passe aussi par le découpage, par le montage, par les outils de la mise en scène. Est-ce que toi, par exemple, est-ce que tu travailles par exemple avec un storyboard pour travailler tes scènes avec des gags? Non, pas trop. Non, Non. franchement, non. Après, oui, pour raconter un peu, de temps en temps, quand j'ai besoin, pour expliquer à l'équipe, si ce truc-là, je le vois plutôt comme ça ou comme ça, mais non, il y a des trucs où je me dis ça peut être très, très drôle en plan large. Où ça, on a besoin quand on n'a pas besoin de voir la vitre qui explose quand ils ferment la porte, là. Et c'est peut-être un truc qu'ils ont trouvé au mixage, si ça se trouve. C'est peut-être même pas quelque chose qui était écrit. Ils sont peut-être dit à la fin, tiens, quand ils claquent le truc, faut un gros bruit. C'est possible aussi, je sais pas. Il y a des trucs qu'on trouve évidemment après au montage, des trucs qu'on trouve au mix. C'est tout le temps. Tu peux tout le temps rajouter des conneries, au fur et à mesure du chemin de fabrication, quoi. Et est-ce que et donc tu participes beaucoup au montage? Bien sûr, bien Ouais. sûr, bien sûr. Oui, à l'image près, on est des cinglés au montage. Non, mais la même scène avec une image de plus ou de moins, c'est vraiment pas la même scène. En comédie, c'est essentiel. Une image compte, bien sûr. Même pas une seconde, une image. Est-ce que tu trouves qu'il y a des héritiers aujourd'hui de ce type de film de comédie parodique des Zaz? Il y a eu il y a eu aux États-Unis toute une école quand même, pas mal. Enfin, les scary movies, euh, les films des frères Wayans aussi. Euh, Là, ils refont un Naked Gun, j'ai vu. Ils vont ressortir Même un scary movie. C'est quoi? Même un scary movie. Même un scary movie. Ouais, ouais. Ah oui, c'est ça. Donc régulièrement, c'est presque un genre de parodier un genre et puis de l'épuiser. Ouais. Et en France, je sais pas si ce genre de bon, nous on l'a fait clairement avec la Cité de la Peur. La Cité de la Peur, c'est clairement Dommage cette aux école-là de conneries, voilà, partout où on pouvait en mettre et de jouer avec le support aussi. Euh, L'arrivée du commissaire Bialès dans la Cité de la Peur, il y a un grand mouvement de grue qui arrive jusqu'à la bagnole, mais il rate son coup et il pète la grue. Et le cadre, c'est des trucs comme ça où on joue aussi avec la caméra. Ouais. Et est-ce que tu as été sensible au renouveau de la comédie, plus ou moins romantique d'ailleurs, mais de l'école Judd Apatow au début des années 2000? Ouais, bien sûr. J'adorais tout, je sais pas, il y a eu vraiment au moins, j'ai l'impression, une dizaine de films pour moi excellents, que ça parte de Superbad à Knocked Up, à Hancock, il y a un film aussi avec James Franco et Seth Rogen où ils font La Pineapple bagnole. Express, je crois, Ouais. où James Franco joue un dealer de weed qui est hilarant. Et vraiment, j'ai adoré cette époque-là, ouais, bien sûr. Et donc ouais, et donc, tu parlais de scary movie, parmi les héritiers Zaz, et aujourd'hui vraiment dans le truc contemporain, il n'y a pas vraiment de renouveau de la parodie ou même au cinéma. Non, Si. mais parce que on s'en lasse vite aussi de la parodie, j'ai l'impression. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a un moment, tu dis, bon, c'est bon, j'ai bouffé assez de parodies, j'ai compris, je sais pas. D'ailleurs, même toi, tu t'es plus trop sur ce registre-là non plus. Non, mais j'adorerais faire tout le temps. Moi, j'adore la parodie en permanence. Je me retiens parce qu'au bout d'un moment, tu dis, bon, ça, c'est fait, quoi, déjà. Donc, on essaye d'explorer toujours un peu des autres endroits. Mais j'adore, moi, j'adorerais faire un Top Secret demain, si je trouvais une idée qui va dans ce sens-là. Mais c'est pareil, c'est aussi tellement long à faire un film que c'est quand même. Mais bon, c'est tellement drôle aussi à faire. Donc, ouais. Je te propose qu'on passe à l'extrait suivant. Shérif. C'est quoi c'est Mel Brooks? Ouais. Pareil aussi dans un film qui s'appelle Le shérif est en prison. Et quand j'ai vu ce film-là aussi en salle, c'est pareil, ça a vraiment ouvert une porte dans ma tête où je me suis dit, ah ouais, on a le droit de faire ça, en fait. Ça, c'est possible. Il n'y a pas d'interdit là-dessus parce qu'il y a des trucs aussi, quand même, j'ai trouvé dans le film très osés. C'est, pour ceux qui l'ont pas vu, en gros, c'est un western, et cette petite ville n'a plus de shérif et ils appellent un shérif et on envoie un shérif noir dans une ville assez texane, assez raciste, quoi. Et donc forcément les villageois n'acceptent pas du tout ce nouveau shérif, sauf un mec qui est en prison
qui est joué par Gene Wilder, et qui est un alcoolique, un ancien tireur super bon, mais qui maintenant boit. Et il va faire équipe avec ce shérif pour finalement se débarrasser du méchant. Enfin bon, bref. En tout cas, voilà, c'est ça. Blazing Saddles, c'est Le shérif est en prison, de Mel Brooks. On va peut-être projeter que le deuxième extrait, parce que je vois que l'heure tourne, et si on va avoir le temps de tout mettre, donc on va partir sur le deuxième extrait. Ok. Donc tu m'avais dit qu'on avait sélectionné l'extrait. Quand j'ai découvert ça, je me suis dit on a le droit de faire ça. Ah ouais, on a le droit de faire ça. On a le droit de. C'est ça. Je me suis dit, on a le droit de finir avec le méchant qui, au lieu de le tuer ou de le mettre en prison, le méchant qui se barre avec un taxi parce qu'ils sont passés dans le studio à côté et qui. Ce truc-là, sortez-moi de ce film. Je me suis dit, ah oui, en fait, on a tous les droits, quoi. Enfin, tout est possible tant qu'on continue à être dans l'histoire et dans le film et qu'on dise pas, ouais, d'accord, c'est n'importe quoi, et à ce moment-là, on lâche. Mais là, moi, je suis d'accord avec tout ce qui se passe, quoi. Alors, Mel Brooks, c'est marrant, ça peut faire un pont entre... Il y a du burlesque, un peu comme le burlesque des Marx Brothers. Enfin, je les cite parce que on en avait parlé aussi à un moment, la soupe au canard. Et puis, un peu l'humour parodique des As, sauf que il y a une dimension chez Mel Brooks ultra satirique. Oui. Un humour quand même redoutable. Qu'est-ce qui fait selon toi que ça passait en fait parce que on a dans l'extrait qu'on a vu, on le voit peut-être pas assez, mais sur le racisme, sur le colonialisme, sur pas mal de choses. Le film, il est violent. Enfin, il est violent là-dessus. Il est très très drôle. Mais effectivement, oui, il y va vraiment comme un boucher là-dessus. Enfin, pour bien dénoncer ce qu'il faut, évidemment. Donc, il y a aucun doute et aucune ambiguïté sur le fond de ce qu'il raconte. Mais oui, c'est très, très, très agréable quand ça y va aussi fort, quoi. C'est vrai, même alors, je ne sais pas si on aura le temps de voir l'extrait, peu importe, mais un film comme Tropic Thunder, dont on parlait tout à l'heure, je sais, il peut être difficile aujourd'hui à faire, peut-être, je ne sais pas, peut-être que non. Encore une fois, le sujet... c'est Robert Downey Jr. joue un acteur blanc qui, dans le film, joue un acteur noir. Donc, il fait en gros une blackface pendant tout le film. Il se fait pigmenter la peau. Oui, il se fait pigmenter la peau, etc. Et encore une fois, là-dessus, le message, j'ai l'impression qu'il est très clair aussi. On est vraiment avec des comédiens très, très limités, on va dire. Enfin, limités. Ils sont très très cons tous, les uns après les autres, que ce soit Jack Black, Ben Stiller, Robert Downey Jr. Ils ont tous des enjeux assez d'ego, et de vanité qui sont intéressants à explorer, quoi. Ouais. Et cet humour féroce, un peu à la Mel Brooks, aujourd'hui, est-ce que c'est un peu ce qu'on retrouve, tu dirais, par exemple chez un Zadie, avec des trucs genre tout simplement noirs? Ouais. Jean-Pascal, il y va de façon... pareil, ultra forte dans Tout simplement noir et tellement nuancé et tellement brillamment exposé dans tous les sens parce que justement c'est je sais pas comment dire, c'est tellement brillant et tellement fin et tellement adressé sur tous les genres, évidemment. Il n'y a pas que les noirs, il y a juifs, arabes, etc. Et il y va. Et puis c'est hilarant. Je veux dire, c'est hilarant dans la comédie, c'est hilarant dans ce qu'il raconte, c'est hilarant dans le découpage du film. Bien sûr, il est très très fort. Alors justement, c'est ce que vous faisiez un peu avec le reste de la troupe, avec les nuls quand même, d'essayer de... Où est-ce que vous disiez jusqu'où on peut aller trop loin en fait? Non, c'est dans les trucs perso de pas blesser. Ouais. De pas blesser la personne, et de temps en temps on l'a fait forcément sans s'en rendre compte, mais après coup on s'est dit ça c'était peut-être pas utile de piétiner cette personne tu vois, de façon aussi gratuite, mais c'est vrai que quand tu produis tous les jours de la connerie, au bout d'un moment tu as moins de recul et tu fais des conneries comme ça, mais non, c'était beaucoup ça, c'était à chaque fois aussi de se dire exactement qu'est-ce que raconte cette vanne, est-ce qu'on est sûr. Enfin, nous, on savait que la vanne, où parfois tu trouves un truc marrant, tu dis ouais, mais en fait, ça raconte un truc un peu dégueulasse, en fait.
la vanne est marrante, mais non, le fond, il pue un peu. Pour nous, enfin, tu vois, on se disait, ça sent pas très bon, ce truc-là. Et de temps en temps, on se dit, le fond, c'est ça, le fond de la vanne, ce qu'on a envie de raconter, mais est-ce que vraiment la forme passe ou pas? Donc parfois, non. Parfois, tu rates ton coup. Ça arrive plein de fois. Hein. Et ça, un peu de l'humour très satirique, très féroce, c'est quelque chose que tu pourrais refaire aujourd'hui? Oui, moi, je trouve que ça, c'est toujours. Il y a plein de gens de stand-up qui font des trucs très, très hardcore, et enfin, et partout, sur YouTube, etc. Et même les gens, tu sais, qui postent parfois des trucs tout seuls dans leur coin, il y a des trucs hilarants. Mais toi, tu t'en referais en film? Comment? Cet humour-là, tu le referais en film? En film, il faut que ça tienne longtemps. Enfin, le film, il est censé tenir un peu plus qu'une semaine. Et si tu le revois dans 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, il y a des trucs forcément référencés qui passent plus, ou des trucs un peu datés qui vont mal vieillir. La comédie, ça vieillit pas très bien. Donc, dans un film, j'essaierai plus de parler de quelque chose de plus universel, mais ça dépend. Ouais, enfin, c'est plus difficile dans un film, j'ai l'impression. Pas de faire des trucs cruels et hardcore, hein, mais juste datés, quoi. Je regarde. Tu te fais chier, ça y est. Je pense qu'on peut quand même passer le dernier extrait. Oui, ok, super. Et puis on enchaînera sur vos questions. D'accord. Donc, le dernier extrait, c'est quoi? C'est Monty Python? Non, du coup c'était plutôt Tropique. Ah, Tropique, c'est Ouais. super. Ouais. Très bien, très bien. Je sais pas quel extrait on a choisi, mais j'adore le film. C'est un film de Ben Stiller avec Robert Downey Jr., avec Jack Black, avec Voilà. avec Tom Cruise. Et Tom Cruise. Évidemment. Tom Cruise qui fait une performance absolument incroyable. Voilà, je sais pas quel extrait on a choisi, mais On va voir ça tout de suite. ok. Donc là, on est passé dans le film à très gros budget pour une pure farce. Ouais. Donc Ben Stiller, tu as toujours aimé aussi en tant que metteur en scène. Ouais, tout, acteur, metteur en scène, même les trucs, même des trucs de télé, enfin tout en fait. Je suis un très grand fan de Ben Stiller et même de lui en tant que réalisateur et metteur en scène de sa série là en ce moment, Severance. Ouais. Et du coup, alors, enfin, celui-là, pourquoi tu avais choisi cet extrait-là en particulier? Pourquoi le jeu, j'adore le jeu des comédiens, c'est-à-dire moi, il y a un moment, c'est eux qui font le boulot quand même. Jack Black qui est accro à l'héroïne dans le film, et tu vois qu'il est avec son truc de mâchoire, ça me tue. Robert Downey Jr. est incroyable, et la bêtise du personnage que joue Ben Stiller, parce qu'il est très très con, le personnage que joue Ben Stiller. Il faut y aller pour jouer vraiment un imbécile et ne lui faire aucun cadeau et ne lui chercher aucune excuse. Je trouve ça... Spielberg, on avait demandé à Spielberg qu'est-ce qui fait un grand acteur, et il avait dit qu'il n'ait pas peur du ridicule. Et je trouve que c'est très juste. Vraiment, il n'a pas peur du ridicule. Il a pas peur. Il veut pas être plus beau, plus intelligent. Le personnage est malheureusement très très con, et c'est ça qui est marrant. Et il y va à fond, quoi. Et le côté, là, c'est parodie de Hollywood, parodie des films de guerre. Donc, tu as mentionné la blackface, et aussi parodie des handicapés mentaux, qui est du coup le rôle pour lequel... Oui, il y a plein de zones dangereuses dans ce film. Il y a plein de mines partout, et il y va, et tu dis non, mais ça c'est pas correct, ça c'est pas correct, ça c'est problématique, ça c'est dangereux. Et il y va, mais encore une fois, comme on sait, j'ai l'impression, comme on comprend très bien quel est le message et ce qu'il veut dire, il n'y a pas d'ambiguïté, donc je trouve ça très marrant. Comment il est en tant que... Enfin, tu as joué avec lui dans La Nuit au musée. La Nuit au musée 2, ouais. Voilà. Et alors, ça fait... C'était incroyable, parce que c'est des énormes plateaux et des énormes... Mais, alors, j'ai le temps d'une demi-anecdote. Je fais une scène avec Ben Stiller. Je joue, je sais que je suis pas bon, j'y arrive pas, je sais que je suis pas marrant, je sais que c'est assez nul.
Tout le monde est assez gentil et disent ouais, c'est bien, je sais que c'est naze. Le metteur en scène Sean Levy passe maintenant sur le plan de Ben Stiller et me dit Ben a entendu beaucoup toute la scène, fais autre chose parce que pour l'aider quoi, fais. Et moi je suis de dos, on voit juste que mon bout de bicorne, donc je fais d'autres trucs, j'improvise d'autres trucs pour essayer de le faire marrer, pour essayer de le surprendre, parce que je me dis au moins que je serve à ça dans cette scène quoi. Et ensuite Sean Levy me dit voilà, en fait c'est ça que je veux que tu fasses. Donc on revient sur toi maintenant, on refait la scène sur toi et reste dans cette énergie-là et refait ça quoi. J'ai trouvé ça très gentil déjà. Donc c'était un mélange. Donc ce que je veux dire, c'est que c'était un mélange d'énormes films où tu dis en fait on peut rien changer, le truc est une énorme bécane, mais en fait le metteur en scène il pense que à la comédie et il se dit maintenant on va refaire la scène sur lui parce que c'est ça que je veux et c'est ça qui est important quoi. Donc je trouvais que ça il y avait un truc un peu court métrage à ce moment-là. Qui était agréable, où tu dis ah oui il a le droit de changer son plan de travail et de revenir pour refaire une scène qu'il trouvait naze quoi. Donc, Est-ce que tu as eu cette liberté-là sur des films comme Mission Cléopâtre? Ah oui, sur Mission Cléopâtre c'était exactement ça. On faisait les scènes qui étaient prévues évidemment, puis et dès qu'il y avait un endroit où on pouvait faire de l'impro ou n'importe quoi d'autre ou n'importe quelle connerie d'autre qu'on trouvait sur le moment, on l'a fait plein de fois en plus. Après on n'a pas tout gardé, mais je pense qu'il y a un bon 20% d'impro qu'on a tenté qui sont dans le film quoi, donc c'est cool. Je propose qu'on passe les micros dans le public. Si vous avez des questions pour Alain Chabat, les micros arrivent. Bonjour, bonsoir. Oui. On a vu des extraits de films américains. Tout à l'heure, vous avez dit que vous aviez hésité à nous proposer Oscar de Molinaro, par exemple, oui. Où l'aventure, c'est l'aventure. Oui. Et je voulais savoir, qu'est-ce qui vous avait influencé dans des comédies françaises, Pierre Richard peut-être, par exemple. Est-ce que vous pouvez nous parler des comédies françaises qui vous ont aussi marqué? Par exemple, moi, ce qui me tue chez De Funès, comme chez Jim Carrey ou comme des comédiens comme ça, c'est ce truc extrême qui est fou, quoi. C'est-à-dire que comment on peut imaginer jouer de cette manière. C'est-à-dire que s'il ne le fait pas aussi énorme, c'est catastrophique. Je ne sais pas comment dire. Je trouve qu'il y a tellement de risques à faire ça, à jouer comme le fait De Funès, c'est-à-dire d'y aller, mais comme un cinglé, et que tout le monde dise ouais, c'est bien, je pense, on va garder ça. Je trouve ça très, très osé. Je trouve ça dingue aussi quand je vois des comédiens comme Jim Carrey. Enfin, c'est les comédiens vraiment ultra physiques, comme presque à l'époque du muet où il fallait y aller, il fallait y aller fort, quoi, parce que il n'y avait pas le son évidemment. Et puis par exemple pour des films comme L'Aventure, c'est l'aventure, c'est tous les comédiens déjà. Tout le monde est super en forme, je trouve. Tout le monde joue incroyablement bien. J'ai l'impression qu'il y a des bouts d'impro, mais j'en suis pas sûr. Chez qui? Dans L'Aventure, c'est l'aventure. Je sais pas, je me régale. En fait, c'est vraiment les comédiennes et les comédiens qui, évidemment dans les comédies, qui font le boulot, quoi. Donc en fait, dès qu'il y a du très bon jeu, je suis toujours client. C'est Woody Allen aussi qui disait de temps en temps, je fais des drames pour pouvoir mettre en scène. Parce que la comédie, je dis pas que tu es un peu coincé, mais il y a un moment, ça marche en plan large et puis en champ contre champ. Il n'y a pas besoin de foutre la caméra au plafond et de faire des tours pour avoir l'air intéressant. C'est pas ça qu'on vient voir, quoi. Donc c'est aussi pour ça que quand je trouve qu'il y a de la mise en scène dans de la comédie, je trouve que c'est assez bluffant. Et j'ai pas du tout répondu à votre question sur la comédie française. Je suis parti complètement sur le bord de la route. Non, mais le Splendide, évidemment, le Splendide. J'ai l'impression qu'on est peut-être plus des comédies de dialogue en France, peut-être. Quoique si je pense au Charlot, à l'époque, c'était que visuel, quasiment presque que visuel. Mais j'aime beaucoup, moi, les comédies de dialogue. J'adore les dialogues. J'adore Audiard et j'adore les films de Lautner et voilà. Audiard père, même si j'adore Audiard fils, mais je parlais de Audiard père pour ces dialogues. Bonjour. Déjà, je voulais vous dire merci parce que quand j'avais 4 ans, j'ai regardé l'émission Cléopâtre au cinéma. Au cinéma? Au cinéma. Ah ouais.
Et je pense que c'est grâce à vous que j'aime Goscinny, la comédie et le cinéma en général. Parce que, quand j'étais gamin, je voyais surtout une grande histoire avec des décors qui font voyager les gamins, des grandes musiques, enfin tout ça. Et après, petit à petit, j'ai compris un peu tout ce qu'il y avait à l'intérieur et j'ai compris qu'en fait, il y a des gens qui fabriquaient ça. Et voilà, ça a été une porte ouverte vers le cinéma. Merci beaucoup. Merci à vous. Et je voulais vous demander, dans vos créations, au moment de l'écriture, quand vous voulez mettre des références, comment trouvez-vous l'équilibre pour avoir la bonne vanne, sans non plus que ça vienne couper le récit ou sortir le spectateur du film? En se posant cette question en permanence, effectivement, vous avez raison, mais c'est une question de temps en temps, il y a des vannes qui viennent et qui sont... Franchement, il y a des trucs où je me dis, c'est hilarant. Et puis, tu dis, oui, mais enfin, le point là, de la scène, c'est quand même de raconter ça et ça. Parfois, on se dit, c'est pas grave, on va faire un grand pas de côté. Et puis la plupart du temps, quand même, enfin, moi, je me dis, non, il faut rester sur ce qu'on a envie de raconter, quoi. C'est tellement au coup à coup que je sais, j'ai même pas de méthode, je sais pas comment dire. Je trouve que c'est vraiment tellement pas une science exacte, la comédie, c'est tellement bizarre, de trucs qui, moi, me font hurler de rire quand on écrit et quand on les tourne, et parfois, je vois que ça réagit pas du tout dans la salle, et que les gens, enfin, qu'il y a 4 débiles comme moi qui rigolent, et ça devient mes amis, ça devient mes meilleurs amis immédiatement. Et puis parfois, je me dis, bon, cette vanne, elle est OK, et la réaction de la salle est folle, et parfois, on se retrouve. Parfois, évidemment, heureusement, on rit de la même chose, quoi. Donc là, je suis tellement content dans ces moments-là. Mais je sais toujours pas exactement. On espère toujours que c'est marrant, en fait. Et c'est ce que tu m'expliquais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a quand même un espace temporel assez vaste entre le moment déjà où tu écris et le moment où tu vas réaliser. Et donc, il faut quand même avoir la foi en le comique de la vanne que tu as écrite parfois 2 ans auparavant. Voilà, c'est ça. Se faire confiance à ce qui nous a fait marrer, quoi. Puisqu'après, on les entend 600 fois tout le long du process. Elle est plus marrante du tout, la blague, au bout d'un moment. Et puis, elle redevient marrante quand le comédien ou la comédienne l'incarne. Et d'un seul coup, tu dis, ah ouais, putain, elle est plus marrante que prévu, ou aussi marrante, ou finalement pas du tout bien, et puis on la jette. Ou alors, elle est ratée, puis elle est ratée, quoi. Oui, non, c'est franchement un peu assez mystérieux, je trouve. Toujours. Bonjour. Bonjour. Vous avez parlé de comédies qui vieillissent. Et je trouve que c'est un sujet très intéressant parce qu'à côté de ça... Comédie, pardon ? Des comédies, enfin de l'humour qui vieillit, qui date. Mais à côté de ça, la plupart des extraits qu'on a vus ce soir sont des films qui commencent à dater des années 70-80, donc très vieux. Et pourtant, ça semble super bien fonctionner. Et... Bah oui, bien sûr. Et on vous... présente souvent comme quelqu'un qui continue à toujours convaincre toutes les générations, même les plus jeunes. Et donc justement, je me demandais si vous réfléchissez à ça et vous vous obligiez à actualiser votre humour et à le conscientiser de justement de pas être ringard dans l'humour et toujours se dire tiens, qu'est-ce qui marche maintenant et qui marchait hier et qui ne marche peut-être plus maintenant ou l'inverse. Est-ce qu'il y a cette conscience-là de toujours vouloir rester... Comment ? Qui êtes-vous ? Je n'entends pas bien. Qu'est-ce que je peux dire ? Non, mais oui et non. Comment dire ? Je crois que j'ai la main sur rien. En fait, je pense que je fais vraiment, sincèrement, je pense qu'il me fait marrer. Et puis, je travaille avec des gens aussi qui ont des cultures, des âges différents. Et puis voilà, tout le monde essaye de se faire rigoler là-dedans et puis d'avancer sur le chemin de la fabrication du film. Il y a beaucoup d'intervenants sur un film et toutes les bonnes idées sont bienvenues. Et puis, encore une fois, le cast aussi propose des façons de raconter tout ça. Après, moi, c'est le seul truc où j'ai la main. Je peux pas penser, je n'arrive pas à penser en me disant qu'est-ce qui va plaire ou qu'est-ce que je devrais faire ou je sais pas quoi. Je peux me faire confiance qu'à moi jusqu'à ce qu'on me dise
tu nous emmerdes, ça nous intéresse plus, ton histoire. Tu n'es voilà. Mais tant que j'entends des rires, je me dis c'est cool, on est d'accord que c'est rigolo ce truc-là. Et je sais bien que tu vois qu'il y a plein de gens que ce que je fais, évidemment, qui ne trouvent pas ça marrant ou daté ou chiant, ce qui est normal. Voilà, c'est juste à un moment, on va me dire rentre chez toi, Pépé, puis je vais rentrer faire mes tomates. Mais tant que, je sais pas comment, tu vois, tant que je peux faire, tant que ça me fait marrer, tant que j'entends des rires, je suis content. Mais oui, j'aime bien regarder tout ce qui se fait, évidemment. Je regarde tout, j'adore ça par goût. Et puis parce que la curiosité, elle garde quand même réveillée. J'adore rester curieux. C'est même pas un effort. C'est très bon pour la tête d'être toujours curieux et de lire et de regarder ce qui se fait. Et puis en plus, je pense que les jeunes ont toujours raison. C'est comme ça. C'est quand non, mais c'est vrai. C'est vrai. Quand t'es jeune, t'as pas forcément, peut-être pas la bonne solution, mais tu mets le doigt toujours sur le bon problème. Donc voilà. D'autres questions ? Bonjour. Merci beaucoup pour la conversation. Déjà, c'était très intéressant. Je voulais aussi revenir sur l'animation. Du coup, parce que vous venez de réaliser une série d'animation. Vous avez été producteur de Avez-vous déjà vu aussi, qui a marqué quand même ma jeunesse aussi. Et je voulais savoir ce que l'animation vous apportait en tant que réalisateur, ce que vous apportez aussi en tant que cinéphile de comédie, et ce que vous pensez qu'elle permet de faire en plus par rapport à un film live sur de la comédie, que ça soit avec, comme vous disiez sur le montage, il y a une précision encore plus accrue quand on travaille sur de l'animation. Voilà, selon vous, qu'est-ce que ça apporte en tout cas ? Merci beaucoup pour cette question, énormément, puisque forcément, comme tous les enfants, j'ai commencé à voir des dessins animés au cinéma ou ailleurs. Et forcément, moi, c'était des énormes influences et des énormes barres de rire quand t'es petit, quand tu vois des dessins animés, parce que c'est... Enfin, moi, j'ai des souvenirs de fou rire du Livre de la Jungle ou de Merlin Enchanteur ou autre, peu importe. Et des fous rires plus récents, même j'ai cru que j'allais crever pendant Zootopia, dans la scène des paresseux. Non, mais j'ai cru dans la salle que j'allais crever. Je pouvais pas m'arrêter de rire. Je me suis dit, mais ils vont aller jusqu'où dans cette vanne ? Je suffoquais. Donc, je les remercie encore pour cette barre de rire qui est fantastique. Donc c'était un rêve aussi, moi aussi, un rêve d'enfant aussi, de faire du dessin animé. Franchement, c'était presque mon rêve d'enfant, en fait. Je me suis dit, je voulais vraiment être Walt Disney, quoi. Bon, tu vois, quand t'es petit, tu t'en fous, hein, tu dis n'importe quoi et t'es mégalo. Et donc oui, avec Piano, avec qui on a fait les Avez-vous déjà vu, dès qu'on a pu faire un petit bout d'animation, on a fait. Donc ce que ça apporte, je trouve que ce qui est merveilleux, c'est que tu fabriques tout. Évidemment, il n'y a pas un brin d'herbe qui n'est pas créé, puisque c'est de l'animation, donc tout doit être fabriqué. Donc tu discutes de tout, de chaque bouton de braguette, de chaque peau, de chaque fleur, de chaque intention, de chaque texture de peau. Donc c'est un truc un peu de cinglé. J'ai adoré bosser avec les gens de l'animation, parce que je trouve que c'est un métier que tu ne peux pas faire si tu n'as pas la passion, c'est impossible. Le travail qu'ils font, finalement, à la fin, ils sont c'est un nom au générique que personne ne va lire. Je veux dire, tu fais pas ce boulot si t'es pas sincèrement passionné par ça. Et j'ai rencontré que des équipes, que des gens passionnés. Donc c'est génial de travailler avec des gens passionnés, évidemment. Et ça met à l'épreuve ta patience, ça c'est sûr, parce que la série Le Combat des Chefs, je crois que ça a pris 5 ans à peu près pour la faire. Donc il faut quand même être un peu patient, quoi, de temps en temps, alors que je suis moyennement patient. Et après, je trouve que ce qui est rassurant, c'est que ça revient encore une fois à la même chose, c'est-à-dire aux comédiens et aux comédiennes, puisqu'on commence par les voix, on commence par enregistrer les voix, et finalement, tout le monde se reconcentre sur l'essentiel, c'est-à-dire la comédie, la performance du cast. Et à partir de là, toutes les équipes travaillent à partir des performances des comédiennes et des comédiens. Donc il y a un truc aussi rassurant sur la base, qui est est-ce que c'est marrant ou pas marrant, joué, performé par des humains, quoi. Et après, il y a tout le travail à faire à partir de ce qu'ils ont fait, mais
Je trouve ça assez rassurant. Et qu'est-ce que je peux répondre de plus à ta question? Est-ce que j'ai répondu ou pas trop? Ouais, ok, merci. Peut-être une dernière question. Ici. Bonjour, Bonjour. Bruno, enchanté. Enchanté. Moi, je voulais d'abord dire que j'ai eu l'occasion de voir Mission Cléopâtre en avant-première en 2002 à Gérard Armé. Ah oui? Et vous étiez présent. Ok. Donc c'était génial. Et si vous pouvez me signer la jaquette tout à l'heure, ça serait Bien très sûr, gentil de tout à votre fait. part. Merci. Sans aucun problème. Et Ce ma sera fait. question était, donc vous avez tourné dans La Nuit au musée, le deuxième volet. Est-ce que vous voudriez à l'avenir retourner aux États-Unis, dans un film américain donc? C'est ni oui ni non. J'ai fait un peu mon petit fantasme. Enfin, j'ai eu la chance de tourner avec Ben Stiller et même une fois avec Eddie Murphy, qui est mon idole. Donc je suis refait déjà. Enfin, c'est-à-dire, moi, j'ai déjà. Donc, si ça se présente, oui, c'est plus du tout un. À un moment, c'était une espèce de. Ouais, j'avais très envie de. Évidemment, quand on aime le cinéma et tout ça, pour moi, en tout cas, le cinéma américain est très important. Donc, j'avais envie d'essayer de faire quelque chose autour. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, avec les plateformes, d'une certaine manière, enfin, moi, j'ai toujours un fantasme qui est de comment la comédie peut traverser des frontières. Et je trouve toujours ça. Je trouve que c'est difficile, quoi, le rire, de faire rire des gens de cultures et de pays différents. Je trouve ça assez miraculeux, quoi, à chaque fois. Enfin, en tout cas, les Ricains ont craqué le code. Je trouve que nous, pas vraiment. Et je suis content, par exemple, que le Combat des chefs, la série, là, se balade bizarrement bien dans plein de pays. Alors, est-ce que c'est l'animation qui fait ça? Donc, ça, c'est super quand tu arrives, encore une fois, à parler à des gens que tu n'aurais jamais rencontrés de ta vie et qui sont d'accord avec ton propos. Ça, c'est quand même chouette. Est-ce que tu as envie de produire des jeunes cinéastes qui voudraient faire de la comédie? De produire, je ne sais pas si je suis un très bon producteur, mais dès qu'il y a des possibilités d'aider d'une manière ou d'une autre, oui, je le fais, bien sûr, j'aime bien. Mais je ne sais pas si je suis un très bon producteur, je ne crois pas, je ne suis pas sûr, je ne pense pas. Bon, merci chaleureusement, Alain. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.